Bienvenue sur le Forum du Patrimoine, c'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne YouTube de la revue Atrium Patrimoine et Restauration qui organise ce forum à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel 30e édition qui a pour thème cette année l'art déco et on va aborder justement un sujet un peu passionnant et méconnu de l'art déco, les techniques de restauration de ce patrimoine des années 20 et 30 car si l'art déco évidemment séduit par la beauté de ses lignes, notamment la richesse de ses matériaux et la modernité aussi de son architecture, il représente aussi un défi considérable pour les restaurateurs et vous n'allez pas me contredire évidemment tous les deux. Bonjour et merci d'être avec nous. Elisabeth Marie-Victoire, vous êtes docteur, ingénieur en sciences et génie des matériaux au laboratoire de recherche des monuments historiques que l'on appelle LRMH dans le jargon du métier. Et à vos côtés, Rémi Desalbres, merci d'être avec nous. Vous êtes architecte du patrimoine, gérant fondateur de l'agence Arcesite qui a mené notamment la réhabilitation énergétique de l'ambassade de France à Belgrade en Serbie et on fera un coup de projecteur sur ce monument emblématique de l'art déco. Et vous êtes aussi donc président d'honneur de l'association des architectes du patrimoine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Elisabeth, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi justement la restauration du patrimoine art déco présente des spécificités, on va dire, par rapport à d'autres périodes? Alors, je vais me concentrer sur le béton, qui est ma spécialité. Et pour tout dire, le patrimoine art déco est emblématique de cette période pour le béton. Ce patrimoine allie en fait à la fois énormément de décors et aussi c'est une période charnière dans l'industrie du béton avec de nouvelles inventions et des choix aussi architecturaux qui sont audacieux et qui vont nous poser souci à la restauration. On va en parler dans quelques instants. Rémi, avant cela, quels sont les autres matériaux que vous pouvez côtoyer en tant qu'architecte du patrimoine et qui ont été largement employés dans les années 20 et 30? Alors je crois qu'on ne s'interdit aucun des matériaux. Pour autant, en effet, le béton prend une place considérable dans cette architecture. Aussi, on peut avoir des principes de poteau-poutre en béton et puis des remplissages qui peuvent être en briques, parfois un usage également de la pierre et autres matériaux. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez dans la restauration justement de ces édifices parce que ces matériaux, pour certains, s'altèrent très fortement avec le temps qui passe? Oui, ça peut être aussi la compatibilité des matériaux les uns avec les autres. Qui ont été associés et qui n'auraient pas dû l'être ainsi. En tous les cas, au niveau de la mise en œuvre, hein, c'est-à-dire qu'on développe aussi des mises en œuvre sur lesquelles on n'a pas toujours aussi le recul nécessaire et pour autant, en effet, on constate certaines pathologies. Comment ça se traduit sur le terrain quand vous restaurez des édifices de cette période? Alors, ce qui est essentiel, et on en aura certainement l'occasion d'en parler, c'est la connaissance de ce bâti, évidemment au niveau de l'architecture, mais aussi au niveau des techniques de construction. Et chaque bâtiment étant différent, il faut pouvoir l'analyser, mener des investigations dans le cadre d'un diagnostic. Et c'est avec l'accompagnement bien souvent du LRMH, évidemment. Absolument. Les architectes du patrimoine, les architectes spécialisés dans la restauration du patrimoine ont besoin de laboratoires spécialisés sur ces sujets, que ce soit la pierre, le vitrail ou autre, ou le béton. C'est absolument essentiel. Voilà, le béton qui est présent partout dans cette architecture art déco, et il faut le dire, que ce soit en France ou à l'étranger. D'ailleurs, comment il est devenu, on va dire, l'un des points les plus complexes à traiter, ce matériau, dans cette architecture art déco? Alors le patrimoine art déco n'est pas épargné par les altérations habituelles du béton. Maintenant, ce qui rend la chose plus difficile, c'est justement l'audace dont ont fait preuve les artistes et architectes à l'époque. Qu'est-ce que l'on voit là, par exemple, ici, par exemple, Sainte-Jeanne d'Arc à Nice? À Nice, voilà, avec ses fameux cocons et avec son clocher aérien. Et une des difficultés aussi, c'est la richesse de l'ornementation. C'est-à-dire qu'on a énormément d'ornements, alors de toutes sortes. On a des sculptures, on a aussi des vitraux. Tout cela en béton aussi? Tout cela en béton. Oui. Et qui peuvent nous poser quelques soucis. On peut continuer à dérouler les images. On va voir effectivement d'autres photos d'illustration. Voilà, là, on est toujours à Nice. Toujours à Nice. Ici, vous voyez l'église Notre-Dame Auxiliatrice et vous voyez la richesse des décors à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur avec des peintures à la fresque. Et la complexité de la restauration, ça va être justement de concilier des matériaux qui ne sont pas forcément compatibles entre eux
et puis conserver tous ces décors et toute cette richesse de décors. Des bétons qui ne sont pas obligatoirement bruts, on a des bétons colorés aussi. Préserver les couleurs, de quelle manière finalement vous arrivez à atteindre, on va dire, cet objectif de faire en sorte que les couleurs restent vives? Alors c'est une grande difficulté parce qu'on a tout un tas d'exemples, notamment toujours du côté de Nice avec les façades colorées de Nice, dont certaines sont des enduites et puis d'autres ce sont des bétons qui sont teintés dans la masse. Alors voilà, la difficulté ça va être de retrouver la richesse de la couleur. Et pour ça, parfois, il faut remplacer les enduits ou alors essayer de les consolider d'une façon ou d'une autre. Mais ça reste une tâche bien compliquée. Et il y a des bétons qui ont une dimension aussi ornementale, vous le disiez succinctement. Comment vous faites pour préserver leur aspect sans altérer la structure en fait, qui les soutient? Alors on va peut-être continuer à dérouler les images. Ici, c'était quelques images, vous voyez, de vitraux et puis de vitraux qui sont enserrés de béton. Hein. C'est ça, c'est ça. Et si on continue encore les images, voilà encore quelques exemples de mosaïques, donc particulièrement complexes à restaurer puisqu'on est en extérieur. Ici, on est à Limoges. Si on continue à dérouler encore et encore, voilà, on commence à rentrer dans les choses complexes à restaurer. Ces voûtes qui associent pavés de verre et béton. Qui apportent un ornement et en même temps une fonction première, la lumière. C'est ça, on le voit au travers de l'image qui est à gauche avec la lumière qui est apportée et puis l'aspect ornemental. Et si on continue encore à dérouler, là on voit les catastrophes. C'est-à-dire que finalement le béton va s'altérer Donc fait on de a la corrosion des armatures. La compatibilité ou l'incompatibilité plutôt des matériaux, notamment sur cette photo-là, puisque là on voit en fait de l'acier mélangé au béton et au verre. C'est ça en fait, ces bétons, comme très souvent ce sont des formes qui sont très très fines et c'est ça qui a permis le béton aussi à cette époque-là. Et je parlais d'audace, elle se retrouve là. Et forcément, les épaisseurs sont les épaisseurs de celles du verre. Donc le béton n'est pas suffisamment épais pour protéger correctement les armatures qui vont s'oxyder. Et voilà le résultat, on va avoir des éclats. Ou à droite, on est sur également la gare de Dinan, on voit que ça affecte aussi la statuaire. Comment vous étudiez tout cela justement? Là, on le voit en photo, mais ça nécessite une approche scientifique. De quelle manière vous les étudiez et comment ça sert ensuite à un architecte du patrimoine? On peut continuer encore à dérouler les images. On les étudie au laboratoire. Alors ici, c'est un très très bel exemple. On a travaillé sur le Palais Niéna, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. On peut encore continuer encore et encore. Voilà. Ici, un très bel exemple de sculpture. Donc, c'est le clocher de Saint-Louis de Villemomble, qui a été une création de Carlo Sarabezol avec des sculptures monumentales qui sont... Grand sculpteur de la période Art déco. Exactement. Et on voit à droite les sculptures avant la restauration. Donc, et toute la difficulté, si on déroule encore l'image suivante, on va voir qu'on a eu alors l'image n'apparaît pas, mais c'est pas grave. On a eu des problématiques d'altération en liaison avec une peinture silicatée qui avait été appliquée il y a quelques années. Et donc le laboratoire, on a fait des prélèvements, on a identifié le béton d'origine, on a essayé de comprendre pourquoi ça s'abîmait et puis de mettre en place ensuite des traitements de restauration en concertation avec les restaurateurs. Donc il y a une véritable exploration du matériau et aussi des assemblages. Complètement. Ici typiquement, voilà, on est sur le palais de Chaillot avec des assemblages extrêmement complexes. On a des bas-reliefs, on a 14 bas-reliefs sur la face arrière du palais du Trocadéro avec des bas-reliefs en béton, avec des structures totalement inédites. Donc là, c'est aussi une des difficultés. L'innovation fait que finalement, on se retrouve sur des unicums ou alors parfois des choses qu'on n'a jamais vues et qui sont extrêmement complexes à restaurer. Il faut faire preuve d'autant d'inventivité que les créateurs à l'époque. Et sans ce travail, finalement, vous ne pouvez pas intervenir sur ce type d'édifice, Rémi. Oui, il faut des échanges permanents entre la connaissance du bâti ancien et l'origine aussi et ses problèmes d'altération, de pathologie et autres, avec un besoin d'analyse et d'expertise de spécialistes. Donc le laboratoire de recherche sur les monuments historiques est l'un de ces grands spécialistes avec énormément de métiers couverts. Donc c'est aussi cette connaissance très large et ces différents spécialistes qui vont nous permettre d'avancer sur un projet de restauration, de conservation. Comment vous conjuguez cette restauration justement avec les impératifs du monde contemporain, notamment les délais et les coûts? Alors, si vous voulez, je comparais aussi peut-être cette spécialisation d'architecte du patrimoine, de
de médecin, c'est-à-dire nous intervenons sur un monument comme un médecin sur un patient. Et donc, il faut le connaître. Il y a des analyses à faire. Il y a des analyses là aussi où le laboratoire va nous apporter énormément d'éléments. Voilà, c'est un travail, c'est une connaissance assez large, c'est une culture large dont il faut bénéficier, qu'il faut avoir intégré. Donc, en effet, cette approche scientifique est absolument nécessaire dans notre métier. Et vous faites appel ensuite à des artisans qui sont capables de reconstituer les techniques qu'a pu présenter Elisabeth il y a quelques instants. Oui, des artisans sur la base aussi justement d'un projet de restauration. On peut véritablement parler d'un projet. Certes, il peut y avoir de la restitution, de la restauration, mais si vous voulez, précédemment, comme un médecin, là encore, il faut avoir pensé, si vous voulez, le traitement, voir de quelle façon on intervient. Donc là, c'est aussi à l'occasion d'échanges avec les spécialistes comme Elisabeth Marie-Victoire. Pour trouver donc des solutions, des procédés, des outils ensuite pour restaurer ces édifices. C'est ça. Et aussi être bien certain que ces pathologies, ces désordres qui sont apparus au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années ne réapparaissent pas dans les prochaines années. Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de réparer d'une manière entre guillemets définitive ce qui finalement n'a pas traversé le temps. Voilà, faire en sorte que nous améliorions, si vous voulez, oui, les mises en œuvre, par exemple, ou parfois certains matériaux que l'on va remplacer. Pour que la prochaine génération qui s'occupera d'une restauration n'ait pas le même travail à faire, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et puis aussi, parce que nous sommes là pour conserver ces monuments, pour les transmettre. Donc vous parliez des entreprises tout à l'heure, des savoir-faire. Évidemment, ces savoir-faire sont extrêmement importants, encore en France aujourd'hui. Et peut-être faut-il rappeler ici que l'art déco est encore un art complet. Comme on a pu connaître aussi les siècles précédents. Un art total, comme on a pu en connaître aussi les siècles précédents. Donc on va associer la sculpture, l'architecture évidemment, la sculpture, la peinture, la mosaïque, le vitrail. Donc c'est cette multitude d'arts qui vont s'exprimer ici dans une architecture. Elisabeth, est-ce qu'on fait appel à vous, les architectes du patrimoine, ou dans un premier temps, vous prenez l'initiative d'aller analyser des bâtiments, des types de matériaux, etc., pour enrichir la recherche scientifique? Il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on est normalement saisi par les directions régionales des affaires culturelles, par les conservations régionales des monuments historiques, et en assistance des architectes. Mais parfois aussi, comme je vous l'ai expliqué, certains de ces matériaux et certains de ces édifices sont tellement insolites qu'il faut qu'on commence en amont à s'en préoccuper. Et donc ça suscite des projets de recherche, effectivement. Et donc du coup, parfois, on va sur certains édifices avant même qu'on nous appelle. Et est-ce que la recherche est jeune, on va dire, finalement, dans ce domaine des années 20 et 30 de l'art déco, où on a quand même un certain recul sur la recherche scientifique sur cette période? Alors pour tout vous dire, la recherche pour la restauration du béton, c'est une science assez récente qui date d'il y a une trentaine d'années. On a démarré il y a une trentaine d'années. Et vous, ça fait combien de temps par exemple que vous travaillez sur le béton? Ça fait 30 ans. Ça fait et avant un peu plus il y de avait 30 personnes ans qui travaillaient sur ces questions? Alors, très peu? Très peu, voilà, c'est ça. Ça a été un souhait du ministère de la Culture qui s'est associé à des industriels au travers d'une association qui s'appelait le Cercle des partenaires du patrimoine, qui nous a permis de générer des recherches dédiées au patrimoine du XXe en béton. Parce que aussi le regard finalement des architectes du patrimoine et en général du public change justement sur ce patrimoine art déco qui était jugé peut-être trop récent il y a encore quelques années. Alors peut-être pas trop récent, mais en tous les cas c'est certain que si vous voulez les courants, notamment portés par Le Corbusier, ont un peu rejeté cet art qui était encore très inscrit dans les siècles passés, et puis qui associait les arts décoratifs. Voilà. Or, c'est un moment de l'architecture absolument essentiel. Voilà pour notre histoire. C'est un très beau moment d'expression de tous les arts qui se sont d'abord exprimés à l'occasion de la grande exposition à Paris en 1925. Et là, les architectes s'en sont emparés, les sculpteurs et autres, et ils ont su travailler ensemble et mener ces très beaux projets. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, on n'a plus la même méthode de travail et la même approche. Oui, je le déplore, mais néanmoins, si vous voulez, on sent qu'il y a quand même cet appétit aujourd'hui qui revient
vers les arts décoratifs. Et je pense qu'il y a de très belles choses encore à faire aujourd'hui et dans les années à venir. Et c'est ce que fait le Salon international du patrimoine culturel ici, c'est de mettre en lumière les artisans du patrimoine qui contribuent à des chantiers contemporains aussi. Oui, alors non seulement mettre en lumière, mais aussi permettre à tous ces acteurs de l'architecture et des arts de se retrouver, d'échanger et finalement aussi de se nourrir, de s'enrichir. Et de monter des projets ensemble, pourquoi pas. Absolument. On va revenir au béton notamment. Quels sont les outils analytiques et technologiques que vous utilisez aujourd'hui pour effectuer des diagnostics comme ceux que vous avez pu nous présenter il y a quelques instants? Alors on a des choses qui sont très classiques, de la microscopie optique, électronique à balayage, et puis on a aussi maintenant des technologies un petit peu plus modernes, nouvelles, avec notamment l'instrumentation, avec des capteurs de nouvelle génération qui nous permettent de suivre en direct, live, la corrosion des armatures dans le béton. Et tout ça, ça fait partie de programmes de recherche qui sont en cours de développement. Et ensuite de protocoles de restauration que vous préconisez auprès des architectes du patrimoine? Alors là aussi, ces protocoles, c'est la recherche qui nous a permis d'aboutir à des solutions techniques qu'on peut proposer sereinement. Et qui sont spécifiques à l'art déco? Alors qui ne sont pas forcément spécifiques à l'art déco. Je vous dis, la spécificité de l'art déco, c'est la richesse de l'ornementation. Donc il a fallu aussi développer des savoir-faire dans la restauration de sculptures en béton. Jusqu'alors, on avait beaucoup de restaurateurs de sculptures en pierre, mais de sculptures en béton, très peu. Et donc, certains jeunes ont su s'emparer du sujet et commencer à développer la thématique de la restauration des bétons. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sculpteurs à l'époque qui ont utilisé le béton. Je pense à Sarah Bezol notamment, mais il y a d'autres noms que vous avez sans doute en tête. Comment vous transmettez l'ensemble des connaissances au LRMH aux restaurateurs du patrimoine, aux architectes? De quelle manière, en fait, il y a des passerelles qui se font? Alors les passerelles se font à la fois par les échanges directs sur des chantiers, mais aussi au travers d'enseignements dédiés. On assure des formations, notamment en collaboration avec l'Institut national du patrimoine, au LRMH, dans lesquelles on explique l'histoire des bétons, les pathologies, les techniques de diagnostic avec des démonstrations de terrain en plus, et puis des traitements de restauration. Aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes suffisamment armé, sans mauvais jeu de mots avec le béton, pour avoir une connaissance, on va dire, assez fine des différents bétons et de leur traitement, où il y a encore de la recherche à faire? Il y a encore beaucoup de recherche à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est une science qui est toute jeune. Et si on commence à avoir des solutions pour, par exemple, les techniques de nettoyage ou pour les techniques de patch, on a encore beaucoup de travail à faire pour trouver de nouvelles solutions qui nous permettent de pérenniser certaines restaurations complexes. Et notamment pour optimiser, on va dire, la performance énergétique de certains bâtiments. On va découvrir un chef-d'œuvre, il faut le dire, de l'art déco et du rayonnement français qui est à Belgrade, en Serbie. C'est l'ambassade de France, bâtiment exceptionnel qu'on va voir en images et que l'on doit à cet architecte que vous allez nous présenter, Roger-Henri Expert. Oui, il s'agit ici d'un grand architecte qui va donc réaliser cette ambassade entre 1928 et 1932. Roger-Henri Expert est un architecte d'origine bordelaise. Il réalisera dans la région bordelaise plusieurs très belles villas, dont la Villa Tétis, qui est au bord du bassin d'Arcachon. Et également, il intervient avec Carlo Sarabezol, donc ce grand sculpteur qui intervient également sur la légation de France à Belgrade. Que l'on voit au sommet du bâtiment. Absolument. Ils vont travailler aussi ensemble sur le pont supérieur du Normandie, ce grand paquebot français absolument exceptionnel. En 1935. Oui. Et puis aussi, Roger-Henri Expert va intervenir sur la réalisation des grands bassins et d'un grand projet de jardin dans la perspective du Trocadéro. On voit les plans d'architecte de Roger-Henri Expert donc pour cette ambassade de France à Belgrade en Serbie. Dans quel état était le bâtiment au moment où vous vous êtes occupé de son chantier de restauration? Alors, depuis les années 1930, tout au moins pour ce qui concerne les questions énergétiques et thermiques, non, hormis le remplacement de la chaudière, il n'y avait rien eu. Bon, mais il faut comprendre que les conditions climatiques à Belgrade sont extrêmes,
hein. C'est un climat continental, il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Absolument, une moyenne de moins 18 degrés l'hiver, hein, donc avec parfois moins 40. Et puis l'été, généralement, 40. on a 40, absolument, une moyenne de l'ordre de 40 degrés. Donc vous voyez des températures extrêmement extrêmes. Et on parlait tout à l'heure de cette association de matériaux dans les années 20 et 30, de cette innovation. Eh bien, encore, on n'avait pas non plus le recul sur sur ces aspects thermiques, si bien qu'ici, depuis les années 1930, les ambassadeurs se plaignaient tous auprès de leur administration centrale des conditions extrêmes qu'ils avaient également dans le monument. Vous voyez, donc avec des conditions de travail difficiles. Qu'il y a une dizaine d'années, finalement, qu'on a commencé à s'en soucier vraiment et à lancer un chantier de restauration de ce bâtiment. Absolument. Et aujourd'hui, on peut dire que à la fois la chancellerie comme l'ambassadeur et ses invités n'ont plus de soucis du tout au niveau Grâce à votre travail, il faut le souligner. On voit le salon d'honneur ici qui est sur la rotonde principale, hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que à l'œil nu, on ne voit rien. Alors on ne voit rien, mais justement, c'est aussi le travail qui doit être réalisé par les architectes du patrimoine, à savoir, si vous voulez, l'intégration on va dire la plus complète de nos interventions pour faire en sorte non seulement de préserver la matière du monument, hein, de l'œuvre, mais aussi l'architecture, c'est-à-dire faire en sorte que l'on maintienne à la fois les proportions et autres. Si bien qu'ici, nous avons d'abord réalisé un diagnostic extrêmement poussé, là aussi avec des analyses, avec avec des essais de caméras thermiques par infrarouge, si vous voulez, pour identifier tous les ponts thermiques sur l'édifice. Il faut surtout éviter, si vous voulez, les recettes. La part du diagnostic est extrêmement importante. Tout ce que l'on va comprendre au stade du diagnostic, au stade des études préalables, vont nous permettre ensuite, si vous voulez, de mener, on va dire, les bons travaux, hein, de développer des solutions les plus adaptées, les plus efficientes aussi, de réfléchir au niveau global d'un monument, d'un bâtiment, et ça je reviendrai dessus. Voilà, donc c'est aussi ça, et puis tenir évidemment les coûts et les délais. En l'occurrence, qu'est-ce que vous avez donc relevé, diagnostiqué? Quelles sont les zones sur lesquelles il a fallu intervenir? Alors il y avait beaucoup de soucis, hein, évidemment, sur le système même de chauffage qui n'avait pas été repris depuis les années 1930, mais aussi, si vous voulez, sur ces grandes menuiseries qui étaient fuyardes, qui n'étaient évidemment pas isolées. Alors néanmoins, on va en parler, sur des ponts thermiques au niveau des dalles de plancher, parce que nous évoquions tout à l'heure le béton qui pouvait être associé à d'autres matériaux ici, sur la base aussi de ces recherches que nous avons réalisées, de ces investigations. Eh bien, nous avons pu comprendre de quelle façon le bâtiment avait été construit et identifier des vides dans le bâtiment qui étaient à l'origine de ces importants ponts thermiques. Donc vous avez comblé ces vides? Oui, absolument, ou traiter ces vides. Et vous voyez ici sur ce dessin, ces plans d'exécution que nous avons retrouvés, qui étaient totalement inédits, que nous avons retrouvés aux Archives nationales, après évidemment des recherches assez poussées. C'est un trésor pour vous en tant qu'architecte. Oui. Et si vous voulez, donc il faut pouvoir confronter ces plans d'exécution aussi avec des investigations. Et nous avons identifié là ici des vides qui étaient destinés au passage de réseau, qui étaient aussi destinés parfois à des passages d'air. Et donc nous avons su réutiliser certains de ces vides. Alors nous avons pu aussi injecter des billes d'argile expansées de façon, si vous voulez, à isoler certains de ces murs. Donc nous avions une structure béton, plancher-poutre, poteau-poutre, pardon, en béton armé, avec un remplissage en briques, 2 parements en briques, hein, sur lesquels, à l'extérieur, est collé un parement de marbre. Oui. Un marbre blanc parce que c'est absolument extraordinaire, mais qui pose quelques difficultés, parce que si vous voulez, la position du point de rosée favorise ici une condensation importante dans le mur. Et donc de l'humidité à l'intérieur. Alors, pas uniquement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'au contraire, le point de rosée souvent se fait à l'extérieur, à l'arrière du parement de marbre, et donc avec aussi
des risques et des pathologies sur le support du marbre et par conséquent des décollements possibles des plaques de marbre. Oui. Alors, ce que nous avons fait, si vous voulez, nous sommes intervenus à la fois sur l'ouvrage lui-même, mais aussi, si vous voulez, sur l'humidité interne du bâtiment, en créant à certains endroits parfois du double flux, une ventilation et autres, qui nous a permis de maîtriser l'hygrométrie intérieure. Donc aujourd'hui, le bâtiment est sauvé de tous ces périls que vous évoquez depuis tout à l'heure. C'est reparti pour plus de 100 ans. Alors, beaucoup d'entre eux, tous, pas forcément, parce qu'encore une fois, il y avait des problèmes de conception dès l'origine de la construction du bâtiment. Donc, si vous voulez, en tous les cas, nous retardons fortement ces problèmes d'altération sur les parements de marbre, mais ils ne sont pas totalement stoppés, parce que nous avons déplacé ce point de rosée et nous faisons en sorte que la condensation se fasse à l'intérieur de ce vide d'air et non pas dans le parement de briques. Vous voyez, donc il y a cette réflexion que nous devons mener aussi avec des laboratoires, mais aussi avec des bureaux d'études spécialisés. Et nous avions associé le bureau d'études IMAE, qui est en Alsace, et très spécialisé sur ces questions énergétiques. Donc c'est une vue d'ensemble complète. Nous parlions d'art complet, là aussi, c'est une expertise complète que nous devons mener, avec à chaque fois des solutions qui doivent être les plus adaptées, sans recette, c'est-à-dire que pour chaque espace de ce lieu absolument extraordinaire, c'est ce qu'on retiendra. Voilà, nous avons développé des solutions adaptées à chaque fois au niveau des interventions. Très bien, merci à tous les deux pour cette présentation de la restauration du patrimoine art déco, thématique pour ce salon international du patrimoine culturel. J'ajoute qu'il y a ce livre, Ambassade de France à Belgrade, qui est paru aux éditions internationales du patrimoine, livre que vous connaissez bien et qui met en lumière ces décors somptueux qu'on n'a pas la chance de voir parce que l'ambassade n'est pas toujours ouverte au public, mais à travers ces photos, on a l'impression d'y être. Merci à vous, on se retrouve pour une autre émission évidemment du Forum du patrimoine sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver l'intégralité des enregistrements de ces dernières heures sur cette chaîne, donc Atrium, Patrimoine et Restauration, revue aussi que vous pouvez consulter et feuilleter. Vous la connaissez par cœur, vous tous les deux, cette revue qui, pour cette édition 2025, met en lumière ici sur sa couverture les mosaïques et notamment Odorico qui a fortement contribué au rayonnement de la mosaïque en Bretagne. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci.